Bonjour Karine, comment vas-tu? Bonjour, bien et toi? Ça Inquiète, va, ça va. inquiète, inquiète. Alors, je vais te présenter à mes citoyens. Après, je ferai la traduction en catalan. Donc, tu es un anthropologue qui a 25 ans d'expérience, auteur de l'anatomie d'une crise. Tu t'es beaucoup penché sur tout ce qui s'est passé en fait depuis le début de cette pandémie. Et là, ce que j'aimerais faire avec toi aujourd'hui, c'est bien avoir déjà te poser des questions et avoir ta vision d'expert. Voilà. Donc, moi, en fait, j'arrive à trois points qui me chagrinent profondément. C'est un, cette psychose collective absolue. Deux, cette propagande et manipulation, parce que moi, j'en ai été victime en tant que députée. Je pense que j'ai eu toutes les étiquettes et tous les noms. Ils m'ont traité de populiste, de Mhm. négationniste, tout ça pour avoir posé des questions. Par exemple, tu vois, quand je donnais des sources officielles, ils disaient que mes questions parlementaires n'étaient pas basées sur des données officielles, alors que je donnais, si tu veux, tu vois, par exemple, des Mhm. rapports officiels de Mhm. l'ANSM ou des choses comme ça. Et ensuite, le dernier point, c'est le totalitarisme. Voilà, là, je pense que nos pays en Europe glissent vers le totalitarisme et ça m'inquiète profondément. Mhm. Donc voilà, je voulais avoir ton regard d'expert avisé et de le partager bien évidemment à mes citoyens. Voilà. Bah, écoute, un immense merci pour ton invitation et puis tu sais l'admiration que j'ai pour ton activité parlementaire, c'est-à-dire que un des éléments assez consternants de la situation actuelle est de voir à quel point les pouvoirs et les contre-pouvoirs dysfonctionnent et notamment comment cette base du débat d'idées, du débat démocratique et du débat citoyen qui est d'amener sur la table des opinions contradictoires à partir de sources contradictoires, ce qui permet de trier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, est mise en échec partout. Et c'est vrai que les parlements sont devenus des caisses d'enregistrement de décisions autoritaires. À mon sens, non seulement on est dans une dérive totalitaire, mais même dans des formes de dictature. Alors en Suisse, il y a eu une votation populaire le 28 novembre qui a donné au gouvernement le droit pendant au moins 10 ans de prendre à sa guise les décisions qu'il veut sans avoir à passer par le Parlement. Et ça, c'est la définition historique de la dictature. Et comme tu le soulignes, ce qui est terrible dans notre époque, c'est que quand on nomme les choses dans la réalité de ce qu'elles sont, eh bien, on se fait immédiatement accuser. Donc, il y a ce qu'on appelle techniquement cette inversion accusatoire. C'est-à-dire que, par exemple, on accuse Raoult de faire de la science frauduleuse alors que toutes les études publiées par Pfizer sont frauduleuses et que les études de Raoult sont solides. Donc, on inverse en permanence la réalité. Et donc, moi j'ai même eu le ministre de la Santé à Genève qui a parlé du totalitarisme et de la dictature des opposants au vaccin qui n'est pas un vaccin. Donc, ça brouille tous les repères. Et après, c'est là où c'est tellement important qu'on ait des gens comme toi dans ton domaine et tant d'autres dans les leurs pour vraiment rappeler, on a cette expression en français, tu sais, remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire rappeler un peu où est le haut, où est le bas, où est à droite, où est à gauche, parce que actuellement tout ça est brouillé par ce travail de propagande que tu indiques. Complètement, complètement. C'est vrai que là, on a l'impression qu'ils ont perdu la boussole. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que même, tu sais ce qui me chagrine en fait, bon, je parle de mon pays, Mmh. quand le ministre de la Santé chez nous, en fait, nous explique que les vaccins ne sont pas expérimentaux, est-ce que tu te rends compte? Il est médecin, pourtant. Mmh. Il dit ça au niveau public. Ben, moi, je l'invite à Monsieur le ministre à regarder sur les sites officiels de l'Union européenne, où il y a marqué, Mmh. ces vaccins ont une autorisation conditionnelle pour être sur le marché et qui sont expérimentaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tous les registres de pharmacovigilance. Donc ça Mmh. aussi, c'est un thème, tu vois, enfin, nous, chez nous, c'est les professionnels de la santé qui font remonter les effets secondaires des vaccins au niveau du registre. Et on s'aperçoit que beaucoup de malades, donc qui sont malades maintenant à cause des effets secondaires du vaccin, eh bien, ne sont pas répertoriés Mmh. parce que eh bien, les médecins balayent d'un revers de main les effets secondaires du vaccin. Donc ça, tu vois, ça m'inquiète et je pense que le modèle aurait été que les gens en fait remontent eux-mêmes leurs effets secondaires. Je pense que ça aurait été beaucoup plus sortir de tout ça
Ben, La grande question. les éléments que tu apportes là sont extrêmement importants parce qu'au fond, si on analyse soigneusement les choses, tout est fait depuis le début pour qu'on ait le moins de visibilité possible sur la réalité des choses. Je te donne juste un exemple. Combien y a-t-il eu de morts provoquées par le Covid depuis janvier 2020? Oui, oui. Ben, en Il y en a fait, combien? alors nous, par exemple, ici en Andorre, le souci, c'est qu'on a eu des gens étiquetés Covid qui Hmm, n'ont pas été hmm, Covid. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'il y avait des gens avec des comorbidités qui ont eu un test positif à leur mort, hmm. et donc qui ont été quand même dit voilà, morts par Covid, alors que ce n'était pas avec, par Covid, c'était avec Voilà, Covid. Donc en fait, là, le exactement. ministre est en train de faire tout un travail pour remettre l'église au milieu du village et pour savoir Hmm, combien on hmm. a eu de morts causées par le Covid et non pas avec un test positif au Covid. Donc tu vois, donc là encore, il Exactement. y a une nébuleuse, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans beaucoup de pays, les chiffres ont été gonflés. Hmm. Tu vois? Donc, C'est je ça. te C'est-à-dire donnerai que la réponse quand j'aurai, si tu veux, l'actualisation des données. Parce que là, je lutte depuis des mois pour avoir ces hmm. données et j'espère les avoir. Voilà, j'espère les avoir. Bah écoute, je te remercie et tu as donné la bonne réponse, c'est-à-dire la seule qui existe à l'heure actuelle, on ne sait pas. Ouais. Parce que le travail diligent de voir, dès qu'une mortalité en lien avec le Covid est apparue, de faire des autopsies, de pondérer la part des comorbidités et la part de l'agent infectieux n'a pas été fait, alors qu'on sait parfaitement le faire, alors que c'est même la base en épidémiologie infectieuse pour juste savoir à quoi on a affaire. Et ben, ce travail n'a juste pas été fait, nulle part, il a été mis en échec. Donc on nous dit il y a eu 100 000 morts en France, il y en a eu 4 millions. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien et qu'on a tout fait pour qu'on ne sache pas. Et en ce qui concerne la pharmacovigilance, c'est exactement la même chose. Tout cela est conçu en amont pour ne pas permettre d'avoir une visibilité claire aux choses, et ce qui est évidemment la condition préalable pour que la manipulation que tu indiques puisse être orchestrée. Donc, c'est là où, comme tu l'as souligné, on a été coincé d'emblée, c'est-à-dire que tous ces phénomènes et processus sont connus. Moi, comme tu le sais, je suis un des rares spécialistes de la corruption systémique dans le domaine de la santé, mais ce sont des réalités qu'on connaît depuis 20 ans, qui sont nommées expressément par les autorités qui nous gouvernent, la Commission européenne, le rapporteur des droits de l'homme de l'ONU, les revues médicales, les universités. On a un énorme problème, c'est-à-dire qu'actuellement, les politiques de santé sont instrumentalisées pour permettre de générer le plus de revenus possible pour les laboratoires pharmaceutiques qui contrôlent tout et tout le monde, vu qu'ils arrosent tout le monde et qu'on fait semblant que les conflits d'intérêts ne sont pas un souci. Et donc, cette réalité hyper problématique qui est impliquée au premier rang dans ce qu'on vit est aujourd'hui totalement niée. Et les quelques malheureux comme toi et moi qui avons le malheur de rappeler que non seulement ça existe, mais que ça a été accepté, constaté, reconnu par tout le monde, on se fait traiter de complotistes et de conspirationnistes. Tu C'est le vois, monde à l'envers. eh ouais. C'est le monde à Donc, de l'envers. nouveau, on est vraiment dans ce monde à l'envers et ça fait partie de la stratégie, c'est-à-dire que le fait de brouiller les repères pour que les gens disent, mais au fond, c'est très compliqué et comment savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas, et puis après, c'est parole contre parole. Est-ce que je mets la parole de Karine ou de Jean-Dominique au-dessus de la parole des gouvernements et des autorités de santé, ou bien est-ce que je me dis qu'après tout, les gouvernements et les autorités de santé, a priori, savent ce qu'ils font, que ce sont des médecins et des scientifiques, donc s'ils disent quelque chose, c'est vrai, et ils ne se rendent absolument pas compte que ces milieux-là ont été complètement instrumentalisés. Mais de nouveau, je veux dire, le Parlement britannique a fait un rapport qu'il a établi, le Sénat français a fait un rapport qu'il a établi, les centres d'éthique de Harvard ont analysé et décortiqué cette logique. Donc, il y a une volonté délibérée de ne pas laisser voir la réalité de ce problème, et c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Alors moi, si tu veux, ce qui m'interpelle, c'est que on fait confiance à des firmes pharmaceutiques qui ont été condamnées. Elles sont multirécidivistes, hein, elles ont payé des milliards de dollars en dommages et intérêts pour publication de fausses données, pour, par exemple, essais cliniques non autorisés. Hein, je parle de Pfizer, par exemple. Moi, tu vois, j'ai dénoncé au Parlement, hein, devant mes collègues, hein, tous les scandales qu'il y avait eu. Hein, donc, le Lancet Gate, le Remdesivir, le président
si tu veux, de Pfizer qui vend ses actions le jour où lui-même, en fait, annonce l'efficacité de son propre vaccin à 90%, c'est extraordinaire. Hein, il s'est fait rire en une journée. Donc, tu vois, quand je dis tout ça au Parlement, devant les ministres, et quand je les interpelle aussi en disant, attention, on a embauché un coordinateur de l'OMS d'Espagne, je donne des données officielles, j'ai démontré que celui qui nous conseillait sur la stratégie vaccinale est un pédiatre, hein, mais il a des conflits d'intérêts. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi? Comment Écoute, ça? j'ai peur que la réponse soit temporairement quelque peu pessimiste, c'est-à-dire qu'un des autres éléments caractéristiques des dérives totalitaires, c'est le ne pas vouloir savoir. C'est que la population ne veut pas savoir. Elle a été apeurée, même terrifiée par une stratégie délibérée. Donc, on a des scientifiques en Angleterre et en Allemagne qui ont dénoncé le fait qu'ils avaient reçu un mandat des gouvernements pour trouver les verbalisations les plus paniquantes à adresser à la population, ce qui est contraire à toutes les bonnes pratiques en santé publique, où on cherche à informer, mais surtout pas à faire paniquer, parce qu'une fois que les gens sont en panique, ils ne sont plus en mesure de comprendre quoi que ce soit. Donc, il y a eu ça pour commencer. Et puis, une fois que les gens sont dans cet état de panique, on leur a montré un ennemi qui est ce virus. Alors, évidemment, un virus, ça fait peur, mais il est objectivement pas plus dangereux qu'une forte grippe. Il est même plus inoffensif pour les catégories de la population âgée de moins de 65 ans. Donc, c'est vraiment une situation épidémique assez rassurante, à vrai dire. Et après, les bonnes stratégies auraient évidemment été de laisser le virus circuler dans toutes les tranches de la population qui ne courent aucun risque, et puis de protéger les personnes à risque, et puis surtout de soigner précocement les gens. Mais on a fait tout l'inverse à des fins, à mon sens, complètement délibérées. J'ai dit dès l'été 2020 qu'il y avait des centaines de milliards de dollars à faire en mettant en échec les traitements et avec les pseudo-vaccins qu'on était en train de préparer. Ce n'est pas que je suis prophète, c'est juste que je connais bien mon domaine. Et aujourd'hui, le grand écueil, c'est que les gens ne veulent pas savoir. C'est-à-dire qu'ils sont tellement convaincus de tout ce qu'on leur a raconté. Il y a un virus terrible, on n'a jamais connu rien de tel depuis la grippe espagnole. Il n'y a pas de traitement, on est obligé de se terrer chez nous et de porter des masques, et seul le vaccin peut nous sauver. Donc, au moins, c'est une explication du monde qui est simple. Et ce qui est très amusant, si tu veux, sur le plan psychologique, c'est que croire à quelque chose comme ça, c'est la psychologie du complotisme. Le complotiste, il est face à une réalité complexe dans laquelle les choses ne sont pas très claires, et donc il va trouver une explication qui va le rassurer, parce que ça lui permet de comprendre quel est l'ennemi et quel est le salut. Le dogme officiel autour du SARS-CoV-2 est une pensée complotiste, et donc les gens sont finalement rassurés par le fait qu'ils savent quel est l'ennemi. C'est les anti-vax ou les gens comme toi qui posent des questions. Anti-vax, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire, vu que ce n'est pas un vaccin. Anti-injection génique expérimentale, oui, ça je m'en réclame ouvertement. Mais donc, on brouille les cartes, on dessine un ennemi, on montre un ennemi, et puis les gens n'ont surtout pas envie de savoir que cette verbalisation est fausse, parce qu'à ce moment-là, tout ce en quoi ils ont cru pendant 2 ans s'effondrerait. Et ça serait insupportable. De même que penser que les gouvernements ne sont pas bien intentionnés ou que les médecins ne sont pas bien intentionnés. Et je rappelle juste pour terminer, tu vois qu'on a tous cette vision très idéale de la médecine, du bon médecin dévoué qui soigne les gens, mais je veux dire, les historiens rappellent que dans l'Allemagne nazie, 70% des médecins avaient adhéré au Parti national-socialiste. C'est-à-dire que c'est une corporation qui est ni meilleure ni pire que les autres, mais qui, par le prestige et l'autorité naturelle qu'elle a, est à grand risque de participer à des dérives. Et on sait comment, tant en Union soviétique que sous l'Allemagne nazie, des théories médicales ont été utilisées pour opprimer les résistants et les dissidents, ou même pour envoyer les Juifs dans les camps de la mort. Il y avait toute une médecine eugénique qui considérait que c'était une menace pour la pureté de l'espèce humaine que d'avoir des sous-humains qui portaient des tares, comme les tziganes, comme les juifs, etc. Donc, il faut comprendre que la médecine a le pouvoir de devenir terriblement destructrice. C'est la raison pour laquelle on a adopté le code de Nuremberg à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit que ce code de Nuremberg, aujourd'hui, est complètement piétiné. Donc, c'est très, très préoccupant. Et franchement, je ne vois pas de solution à court terme. À moyen ou long terme, je pense qu'un mensonge de cette envergure ne peut pas tenir debout. Il est trop gros, donc il contient en lui-même, tu vois,
la force de son propre effondrement, mais ça va prendre encore du temps. Les autorités internationales, l'OMS qui était financée par les États à l'époque, il faut quand même le rappeler, maintenant elle est financée par du capital privé. Est-ce que tu pourrais juste, avant de finir, nous toucher 2 mots sur ce thème? Bah oui, bien sûr. Donc, actuellement, le budget de l'OMS est financé à plus de 50% par des partenaires privés, essentiellement les fondations de Bill Gates et les laboratoires pharmaceutiques. Évidemment, mais finalement, si tu veux, pour dire les choses un peu crûment, mais je crois que c'est de bonne guerre, hein, on est actuellement dans un système de prostitution généralisée. Et c'est très effrayant, parce que ça veut dire que nos élites, partout où elles sont, touchent des avantages petits ou grands, des libertés qu'ils prennent avec la vérité et avec leurs responsabilités vis-à-vis de la population. Et ce qui est très inquiétant, c'est là où on parle de corruption institutionnelle, c'est que tout le système est configuré comme ça, donc il est impossible de ne pas y participer. Je te donne juste un exemple. Si tu es chercheur dans un centre hospitalo-universitaire, tu dois impérativement trouver une partie de tes financements auprès de l'industrie. C'est requis aujourd'hui. Tu ne peux pas dépendre uniquement des financements publics. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas te permettre le luxe d'être mal vu de l'industrie si tu ne veux pas faire couler ta carrière. Donc, il y a un ensemble d'incitatifs extrêmement pervers qui ont été installés, alors qui vont de ces réalités avec lesquelles les gens sont obligés de composer. Et évidemment qu'après, ils s'arrangent avec leur conscience, c'est-à-dire qu'ils ne se disent pas « je suis en train de participer à un système corrompu ». Ils se disent, bon, bah, finalement, il y a des avantages à collaborer avec l'industrie, les experts sont des experts, ce n'est pas parce qu'on est payé par l'industrie qu'on fait du travail malhonnête. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un ensemble de petits arrangements, mais qui après vont de ces compromissions de base du médecin généraliste ou du chercheur de base jusqu'aux États, où aujourd'hui on sait que les politiques sont dictées par les laboratoires pharmaceutiques. De nouveau, c'est la Chambre des communes britannique qui l'a établi en 2005 et ça n'a été que confirmé depuis. C'est-à-dire qu'aucun ministre de la Santé en Occident, et à vrai dire à travers le monde, sauf exception aujourd'hui, n'a les moyens d'appliquer une autre politique que celle qui est imposée à l'échelle mondiale, ce qui d'ailleurs est un élément de doute pour les gens, parce qu'ils disent, mais si c'était organisé, pourquoi est-ce que tout le monde le ferait, tu vois? Et c'est sa part de l'OMS qui aujourd'hui est probablement l'organisation internationale la plus corrompue et dont on a vu qu'elle a, à certains moments, énoncé des recommandations comme l'utilité du confinement de la population en bonne santé, qui n'existaient pas dans les recommandations en épidémiologie infectieuse. Ça venait de Chine. On sait par ailleurs que le directeur général de l'OMS a été nommé avec l'appui de la Chine. Et tout d'un coup, cette réponse totalitaire qu'une dictature comme la Chine pouvait adopter est devenue le benchmark, c'est-à-dire ce qu'il fallait appliquer partout. L'intubation des gens qu'on avait fait attendre chez eux jusqu'à ce qu'ils se péjorent et hospitalisés trop tard, ce qui a été la principale cause de mortalité. On les intubait de surcroît, ce qui est extrêmement iatrogène comme procédure. Et ben, c'est une directive qui vient de l'OMS ayant été dictée par la Chine. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette situation très préoccupante où les autorités sont objectivement les ennemis des populations, sont objectivement pathogènes, c'est-à-dire énoncent un ensemble de recommandations qui sont à l'envers du bon sens et le contraire de ce qu'on sait devoir faire. Et cette défaillance des élites qui, au lieu d'avoir l'intelligence de le reconnaître et puis de s'opposer à ça haut et fort, eh ben, sont coupables d'aller dans le sens du courant. Et puis, cette censure dont tu as fait l'objet, mais tu n'es pas seul. Les meilleurs scientifiques au monde ont été censurés. John Ioannidis, Martin Kulldorff, les gens de Oxford, Harvard, Stanford, les meilleurs connaisseurs de ces réalités-là ont été censurés et attaqués parce qu'ils osaient rappeler ce qu'il fallait faire face à une épidémie et notamment soigner les gens. Donc voilà, c'est cette réalité assez horrible dans laquelle on est et ça prendra du temps pour que les gens puissent progressivement commencer à émerger du conditionnement dans lequel ils ont été plongés. Parce que par exemple, tu vois, pour les traitements précoces, comme l'hydroxychloroquine, azithromycine ou alors l'ivermectine, tu vois, on avait un protocole au début de la pandémie, donc avec lequel on soignait les malades donc, de manière précoce. Tu vois. Bon, on a une étude nationale sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui démontre en fait les bons résultats qu'on avait avec ces molécules. Eh bien, le ministre n'a pas fait diffusion
de cette étude nationale. Hein. Et on a, si je ne m'abuse, une centaine d'études aussi sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine au niveau international et qui sont, pareil, hein, mises de côté parce que eh bien, ce sont des dangers pour les objectifs des firmes pharmaceutiques. Donc ça, c'est préoccupant, hein. C'est très préoccupant. Bon, écoute, mais il faut rappeler, excuse-moi, que tu vois, les gens qui se permettent d'agir comme le fait ton ministre, tôt ou tard finiront devant les tribunaux. Actuellement, ils sont dans une illusion d'impunité parce que tout le monde fait pareil et parce qu'ils ont la caution de scientifiques qui leur disent mais c'est pas grave, vous pouvez juste mettre cette étude de côté et faire semblant qu'elle n'existe pas. Mais étant donné qu'il y a des homicides qui en résultent actuellement, on est dans un système d'homicide par négligence au mieux. C'est-à-dire que de nouveau, quand on dit aux gens de rester chez eux, qui désaturent en oxygène, qu'on les bourre de Doliprane qui est toxique, en disant n'allez surtout pas à l'hôpital, sauf si vous êtes à l'article de la mort et qu'à ce moment-là, c'est trop tard pour les récupérer, ça veut dire qu'on a tué, on a laissé mourir des milliers de personnes par négligence, et ça, tôt ou tard, la justice se mobilisera, et donc tous ceux qui ont joué un rôle actif dans cette histoire-là auront des comptes à rendre. Et peut-être que puisqu'on est aujourd'hui dans une dynamique collective de la peur, ça vaut la peine de leur rappeler, de leur faire peur aussi avec ça. C'est-à-dire que si vous fermez les yeux sur le fait que des traitements précoces auraient permis de sauver la moitié des gens qui sont morts parce que vous avez fait semblant que ça n'existait pas, ces morts-là, vous aurez à en rendre compte tôt ou tard. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez invulnérable dans la griserie de votre pouvoir et du fait que tout le monde pense comme vous, mais voilà, tôt ou tard, vous aurez à rendre des comptes par rapport à ça. Ça, c'est essentiel qu'on le rappelle. Parce que c'est un plaisir de parler avec toi, vraiment. Merci beaucoup. Merci, c'est Merci partagé. pour Bon ton courage travail. à toi et puis on ne lâche rien, on tient bon. Merci, on lâche rien. Bisous. Au revoir. Merci. À Merci. bientôt.